Voyez de documenter. Bon, alors on va commencer. Je suis évidemment très heureux d'accueillir Simone Gut qui va nous faire cette conférence. La plupart d'entre vous la connaissent puisqu'elle est, je dirais, un des piliers du département de mathématiques de l'ULB depuis bien longtemps. Elle a commencé sa carrière au FNRS. Je suis plus âgé qu'elle, donc je n'aime pas dire ça. Elle a commencé sa carrière au FNRS, est arrivée à un poste permanent, fait un petit détour en France comme professeur des universités, et heureusement pour nous, est revenue ici. Sa spécialité, c'est la géométrie différentielle avec des applications du côté de la physique et de la quantification. Et je lui passe tout de suite la parole pour qu'elle fasse de nous des géomètres. Merci, vu que tu es plus géomètre au sens dont je vais parler. Donc dans cet exposé, je vais vous parler de géométrie au pluriel, et je vais vous indiquer quelques évolutions de cette notion au cours du temps. La nécessité de mesurer des terrains et de comprendre l'environnement a motivé les premières découvertes en géométrie. Et certains résultats, vrais ou faux, apparaissent déjà dans des textes de Babylone et d'Égypte. Les Grecs ont essayé de définir des propriétés à partir d'hypothèses simples, et ce travail a culminé avec la parution des éléments d'Euclide, dans lequel il essaye de définir ce qu'est une géométrie, on dit aujourd'hui la géométrie euclidienne. Alors, le premier tome des éléments commence par dire ce que sont des points, des droites, quand est-ce que des angles sont égaux, et puis il énonce 5 postulats. Le premier dit que quand on se donne 2 points, il y a un segment de droite entre les deux. Le deuxième dit que tout segment de droite peut être prolongé en une droite. Le troisième postulat dit qu'en fait on a une notion de distance, c'est-à-dire que quand on se donne un point et une grandeur, on peut connaître tous les points qui sont à distance donnée d'un point donné. Le quatrième postulat dit que des angles droits ont la même mesure. Et puis il y a le cinquième postulat qui a une nature un peu différente, qui dit que si 2 lignes droites sont séquentes avec une troisième, donc sur le petit dessin à droite, les 2 droites sont les 2 droites bleues qui sont séquentes avec la droite noire, de façon à ce que la somme des angles intérieurs, donc les angles intérieurs, ce sont ces 2 angles-là, ou ces 2 angles-là, mais du côté où la somme des 2 angles est plus petite que 180 degrés, alors ces 2 lignes sont forcément séquentes de ce côté. Alors en fait, les axiomes d'Euclide, il manque quand même de précision. Une définition vraiment axiomatique de la géométrie d'Euclide a été faite par Hilbert à la fin du XIXe siècle. Alors, quelles sont quelques propriétés bien classiques de cette géométrie? Cette géométrie, c'est la géométrie qu'on apprend à l'école, c'est la géométrie de la feuille de papier. La première propriété, c'est que si vous prenez n'importe quel triangle, la somme des angles du triangle vaut 180 degrés, et on le démontre en traçant la droite parallèle à une base passant par le sommet opposé. Alors, cet angle-ci plus cet angle-là, par le 5e postulat d'Euclide, ça doit être exactement 2 droites, sinon les droites ne seraient pas parallèles. Mais cet angle, c'est le complémentaire de bêta, donc ça montre que cet angle-là vaut bêta comme celui-ci. De même pour alpha, et vous avez que la somme de alpha plus bêta plus gamma vaut bien 180 degrés. Alors dans cette géométrie, il y a 2 théorèmes essentiels connus depuis très longtemps. Celui qu'on appelle le théorème de Pythagore, mais qui était déjà connu bien avant Pythagore, dont une démonstration consiste par exemple à dessiner 2 carrés de côté A plus B, à placer dans ces carrés 4 copies du triangle initial. Donc les surfaces blanches sont clairement les mêmes, et d'un côté c'est le carré construit sur l'hypoténuse, et de l'autre côté c'est la somme des carrés construits sur les autres côtés. Un second théorème tout à fait essentiel est le théorème de Thalès,
qui dit que quand vous prenez deux droites et que vous les coupez par deux parallèles, le rapport de la longueur de AC' sur la longueur de AB' est le même que le rapport de AC sur AB. Et de nouveau, une très vieille démonstration consiste à dessiner les deux droites liant B, C' et B' et C, et à constater d'abord que les surfaces des triangles verts clairs sont les mêmes. Pourquoi? Parce que la surface d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2, et que ces deux triangles verts clairs ont la même base, qui est CC', et la même hauteur, qui est la distance entre les parallèles BB' et CC'. Puisque les surfaces des triangles verts clairs sont les mêmes, les surfaces des triangles vert foncé, qui sont le complémentaire d'un triangle ACC' sont les mêmes. Bien sûr, j'ai dessiné deux fois le triangle bleu, donc ils ont la même surface, ce qui montre que le rapport des surfaces à gauche va être le même que le rapport des surfaces à droite. Mais le rapport des surfaces à gauche, puisque vous pouvez voir ces deux triangles comme ayant la même hauteur H', c'est la longueur de AC' divisée par AB', donc c'est le membre de gauche de l'équation, et de même à droite, vous considérez ces deux triangles, mais avec la hauteur commune qui est H, et donc le rapport des surfaces est AC divisé par AB. Alors, bien sûr, aujourd'hui, comment est-ce qu'on parle de l'espace euclidien? On introduit la notion de vecteurs qui sont caractérisés par une direction, un sens et une longueur. Donc quand on se donne un couple de points, ben, on a un vecteur qui va d'un point vers l'autre. Quand on a deux vecteurs, on peut les additionner, on peut les multiplier, les faire grandir dans le même sens, la même direction, mais en changeant leur longueur si le lambda est positif, changer le sens si lambda est négatif. Et le théorème de Thalès vous donne la propriété que lambda fois une somme, c'est la somme de lambda fois les vecteurs. Vous pouvez introduire une notion de produit scalaire en disant que le produit scalaire de deux vecteurs est le produit de leur longueur, on parle de la norme du vecteur, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Comment est-ce qu'on modélise ça? Et on dit qu'on a un espace vectoriel avec un produit scalaire, que si on prend une base orthonormée, c'est-à-dire formée de trois vecteurs qui sont perpendiculaires 2 à 2 et tous de longueur 1, le produit scalaire s'écrit, le produit scalaire de deux vecteurs UV, si UX, UY, UZ désigne les composantes de U et similairement VX, VY, VZ les composantes de V, le produit scalaire s'écrit juste comme le produit UX, VX plus UY, VY plus UZ, VZ. On dit que la matrice qui représente ce produit scalaire, c'est la matrice identité. Si vous vous donnez un espace vectoriel et que vous vous donnez le produit scalaire, comme application bilinéaire symétrique, eh bien vous pouvez à l'envers construire la grandeur d'un vecteur qui est simplement la racine du produit scalaire de U avec U, et vous pouvez définir la notion d'angle en disant que le cosinus de l'angle entre deux vecteurs, c'est leur produit scalaire divisé par la norme de U et la norme de V. Dans ce contexte, si vous regardez une courbe, eh bien, la longueur d'une courbe consiste à intégrer la norme, donc la longueur du vecteur vitesse, du vecteur tangent à la courbe quand vous la parcourez. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver la notion de distance entre deux points? C'est la longueur de la courbe minimale qui va lier ces deux points. Et ce minimum est atteint par le segment de droite. Alors, je vais faire un petit peu un saut dans le temps, parce que vous pouvez bien vous imaginer aujourd'hui qu'il y a d'autres notions de distance. Si vous demandez à un élève à l'école, est-ce que la longueur du mois de juillet est la même que la longueur du mois de mai, eh bien je pense qu'ils ont certainement un ressenti très différent sur la longueur de ces deux mois-là. De même façon, si vous regardez une carte de l'Europe de l'Ouest, mais que vous mettez comme distance entre deux grandes villes quelque chose qui est proportionnel au temps qu'on met pour aller en train d'une de ces villes à l'autre,
voici la carte de l'Europe de l'Ouest. Alors, non seulement vous voyez comme ça que la notion de distance, ben, ça dépend un peu de chaque point, ça dépend même de direction, parce que si la distance entre vous, c'est les relations d'amitié, ben, généralement des amis s'asseyent les uns à côté des autres, mais ils s'asseyent les uns à côté des autres sur une ligne. Donc les distances seront sans doute plus courtes en ligne que dans la direction de lignes de siège différentes. Et d'autre part, même une fois qu'on a des longueurs, des distances, des produits scalaires qu'on appelle définis positifs, il y a d'autres produits scalaires. Donc en 1907, Minkowski a introduit une notion d'espace où il définit un produit scalaire, c'est-à-dire, mathématiquement on parle d'application bilinéaire symétrique non dégénérée, mais qui n'est pas défini positif. Donc le produit de deux vecteurs, ce sera UXVX plus UYVY plus UZVZ. Pourquoi il a fait ça? Pas pour n'importe quoi. Il voulait donner une interprétation géométrique aux transformations qui préservent les lois de l'électromagnétisme. Donc quand on a ceci, ben, la matrice associée c'est 1, 1 et moins 1. Donc vous voyez, vous avez des vecteurs où U.U peut être égal à 0. Ce sont tous les points qui sont sur le cône bleu clair que j'ai dessiné. Alors c'est pas ça qui nous intéressera aujourd'hui, mais on peut aussi dessiner une espèce de sphère. On peut regarder les points x, y, z tels que le vecteur qui joint l'origine au point, donc le vecteur de coordonnées x, y, z est tel que U.U soit égal à moins 1. Donc ce sont des points x, y, z, tels que x carré plus y carré moins z carré est égal à moins 1. Et ceci vous donne l'hyperboloïde à deux nappes dans l'espace R3. Alors revenons au cinquième postulat. Les mathématiciens essayaient de montrer que ce cinquième postulat était une conséquence des autres. Et déjà Proclus, au 5e siècle après Jésus-Christ, avait dit, tiens, peut-être qu'on pourrait faire des droites qui sont asymptotiquement qui se rencontrent. Donc une espèce d'idée de droite qui se rencontre à l'infini. Et puis ça a un petit peu disparu, les gens essayaient vraiment de prouver ce cinquième postulat. Donc, les mathématiciens et les philosophes étaient très très attachés à la géométrie euclidienne et pensaient que c'était assez unique. Entre-temps, il y a une différence majeure qui apparaît dans l'art. Ceci est une miniature du Moyen-Âge. Ceci sont trois tableaux de la fin du XVe siècle de l'école italienne. On n'est pas totalement sûr des peintres, mais voilà les suggestions qui sont généralement acceptées. Ce sont des tableaux qu'on appelle trois versions de la cité idéale. Et au début du XVIIe siècle, vous voyez ici, 1604, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien sûr les notions de perspective, et vous voyez les notions de théorie de la perspective. Si aujourd'hui, vous prenez votre appareil de photo, et ceci je l'ai fait au début du mois au Mont-Saint-Michel, ben vous voyez que quand vous prenez une photo, effectivement, les droites parallèles ont l'air de se couper dans la direction de votre vision, et de même ici, pour le cloître, vous avez deux directions, et les droites ont l'air de se couper en ces points. Même chose pour une vision dans la rue à Istanbul. Donc ceci, c'est en fait les lois de ce qui apparaîtra plus tard mathématiquement comme un morceau du plan projectif. Mais ceci ne vient pas mathématiquement que beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Entre-temps, bien, tout le monde essayait de montrer le cinquième postulat. Alors, il commençait à y avoir pas mal de gens qui essayaient de montrer ça par l'absurde. Donc en particulier Zachary et Lambert ont essayé de montrer ça par l'absurde et ils ont obtenu des tas de propriétés de la géométrie. Donc ça c'est au XVIIIe siècle. Ils obtenaient des propriétés de la géométrie qui existeraient si on disait qu'il pouvait y avoir plus qu'une parallèle par un point. Parce qu'en fait, le cinquième postulat
est essentiellement équivalent à dire que si vous vous donnez une droite et un point extérieur à cette droite, il existe une et une seule parallèle à la première droite passant par ce point. Et un mathématicien qui s'appelle Wolfgang Bolyai travaillait sur ce sujet, avait essayé de démontrer le cinquième postulat, il s'était trompé, et son ami Gauss, grand mathématicien, lui avait montré l'erreur. Et Wolfgang Bolyai avait un fils qui a commencé à faire des mathématiques et qui, à 20 ans, s'est lancé dans le problème des parallèles. Et son père lui a écrit « Ne travaille pas là-dessus, tu en perdras le sommeil, ça ne sert à rien ». Et un an plus tard, quand il avait 21 ans, il est revenu chez son père avec un travail montrant qu'en fait, on arrivait à une géométrie tout à fait sans contradiction, en supposant qu'il y avait plusieurs parallèles par un point donné hors d'une droite. À ce moment-là, son père ne l'a pas cru tout à fait, l'a renvoyé, il est revenu, puis le père a été convaincu et il a envoyé ça à son ancien ami Karl Gauss, qui lui a alors écrit une lettre disant « Tu seras peut-être étonné que je ne fasse pas l'éloge des résultats de ton fils, mais faire son éloge, ce serait faire mon propre éloge. Je travaille sur ce sujet depuis 35 ans, il n'y a pas un seul résultat dans ce qu'écrit ton fils que je ne connaisse pas. » Bon, c'était pas très gentil, mais d'autre part, ça confirmait que le fils avait raison. Le fils, du coup, a stoppé complètement les mathématiques, il a été dégoûté par cette réponse de Gauss, mais son travail est apparu comme annexe d'un livre écrit par son père, mais il n'est apparu qu'en 1831. Entre-temps, et tout à fait de manière indépendante, Nikolai Lobachevsky avait obtenu les mêmes résultats. Donc en fait, les siens sont parus avant, parce qu'ils sont parus en 29, mais Bolyai les avait avant. Alors, j'ai dit que ce n'était pas très sympa ce qu'avait écrit Gauss. Ceci dit, d'après des lettres que Gauss a écrites à d'autres mathématiciens, c'est vrai, il connaissait probablement tous ces résultats, et la nouvelle géométrie qu'on appelle hyperbolique qu'ils avaient créée est attribuée à Bolyai, Lobachevsky et Gauss. Alors, Gauss disait qu'il ne voulait pas que ce soit publié avant sa mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre-temps, il y avait un homme qui avait une influence gigantesque sur la pensée occidentale qui était Immanuel Kant. Et lui avait écrit dans la critique de la raison pure que l'espace euclidien était par essence nécessaire à l'esprit de l'homme. En fait, il avait fait des fautes mathématiques et n'avait pas compris, alors qu'il les connaissait, les travaux de Gauss. Et donc il a écrit une erreur, mais il avait un tel pouvoir que les gens n'osaient pas aller contre son opinion. Alors sur quoi travaillait Gauss? Eh bien, Gauss travaillait en fait sur les surfaces, et en particulier sur la Terre. Finalement, géométrie, ça veut dire, ça vient de mesurer la Terre, et à ce moment-là, on savait que la Terre était ronde. Alors, la première idée est, qu'est-ce qu'on va définir comme étant une droite sur une sphère? Alors, tout d'abord, il faut se demander, qu'est-ce que c'est une droite? Mais une droite, c'est deux choses. C'est d'une part, on l'a dit, le plus court chemin entre deux points, et d'autre part, c'est quelque chose qui est très droit. Hein? Et très droit, ça veut dire qu'il ne va pas en skive, qu'il ne se courbe pas. Alors, prenons une sphère et tâchons de voir quel est le chemin le plus court entre deux points. Vous savez tous évidemment, vous prenez une ficelle, vous prenez les deux points, vous tirez et ce que vous obtenez, c'est un arc de grand cercle. Donc on obtient les arcs de grand cercle. Qu'est-ce que ça veut dire les choses les plus droites? Ça veut dire, si je prends une courbe sur ma sphère, évidemment le vecteur tangent, il va bouger, il va bouger. Mais ce que je veux, c'est qu'il ne bouge de façon telle que quand je prends sa dérivée, la dérivée n'est pas sur le côté, parce que sinon j'aurais pu ne pas bouger. Donc je vais demander d'avoir une courbe telle que si je prends son vecteur tangent et que je dérive le vecteur tangent,
il soit simplement normal. Normal veut dire perpendiculaire au plan tangent. Et donc on va appeler géodésique sur une surface une courbe telle que la dérivée du vecteur tangent est partout normale à la surface, perpendiculaire au plan tangent en ce point. Alors, bien sûr, si vous coupez votre surface par un plan tel que le plan contienne la normale en chacun des points d'intersection, eh bien, la courbe que vous obtiendrez est la trace d'une géodésie, peut être parcourue de manière à avoir cette propriété. Alors, qu'est-ce que c'est? Couper la sphère par un plan qui contient la normale en chacun des points d'intersection. Si je coupe ici, ben, ça ne va pas, parce que, prenons ce point-là, mon plan est tout droit, et la normale, elle est comme ceci. Hein? Donc la seule façon de couper et que je contienne la normale en un point x, y, z, c'est proportionnel à x, y, z. Donc ça doit contenir la droite qui vient du centre, donc ça doit être un plan qui passe par le centre. Non, pour la sphère, c'est un plan qui passe par le centre, et donc une droite, c'est un grand cercle sur la sphère. Vous avez la propriété que si vous prenez une droite, l'équateur, un point en dehors de la droite, le pôle nord, eh bien, vous n'avez pas de parallèle qui passe par le pôle nord. Parallèle voudant dire une droite qui ne coupe pas l'équateur. Parce que toutes les droites, entre guillemets, qui passent par le pôle nord, ce sont des arcs de grand cercle, donc ce sont des méridiens, et vous voyez que quel que soit celui que vous preniez, il coupe l'équateur. Donc c'est un exemple où vous avez une droite, un point extérieur par une droite, et 0 parallèle. Alors, si vous prenez un triangle, la somme des angles n'est pas 180 degrés, on viendra dans la deuxième partie de manière plus précise, mais si vous parcourez l'équateur et puis que vous prenez des méridiens, l'angle qui est défini comme étant l'angle entre les tangentes à ces arcs de cercle vaut ici 90 degrés, ici 90 degrés, et ici ce que vous voulez sur le dessin, c'est 70 degrés, et la somme fait 250 degrés. Est-ce que c'est utile de savoir que le chemin le plus court est un arc de grand cercle? Oui, bien sûr, si en avion vous allez d'Europe au Japon, vous savez très bien que le voyage, il ne fait pas comme ça, il suit l'arc de grand cercle et vous passez près du pôle nord. Est-ce qu'on a une géométrie au sens d'Euclide? Non, parce qu'il y a un problème. Hein? Dans le premier axiome, il disait que par 2 points, vous pouvez faire passer un segment de droite. Mais si je prends le pôle nord et le pôle sud, j'ai plein de segments de droite qui sont tous des grands cercles qui passent par l'un et par l'autre. Donc pour avoir ce qu'on appelle la géométrie elliptique au sens de la géométrie elliptique, vous prenez la sphère et simplement vous identifiez 2 points antipodaux. Donc 2 points antipodaux, c'est un point de ma nouvelle géométrie, et vous obtenez comme ça une géométrie qu'on appelle elliptique. Alors, revenons à Bolyai et Lobachevsky. Un grand problème des travaux de Bolyai et Lobachevsky, c'est qu'ils disaient qu'il n'y a pas de contradiction à faire une géométrie où on admet d'avoir plusieurs parallèles à une droite donnée passant par un autre point. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui les croyaient parce qu'il n'y avait pas de modèle. Et donc surtout, comme j'ai dit, comme il y avait toujours Kant qui disait que c'était pas possible, jusqu'en 1955, personne n'a cru vraiment, sauf les quelques gens qui travaillaient dessus, à la géométrie hyperbolique. Et le premier à avoir donné des modèles, c'est Beltrami et à peu près en même temps Félix Klein, qui ont donné un modèle qui s'appelle le disque de Klein. Alors je vais faire un peu d'anachronisme, mais c'est beaucoup plus facile de l'expliquer de cette manière-ci. Je reprends mon espace de Minkowski et je reprends ma, entre guillemets, sphère correspondant au point x carré plus y carré moins z carré égale moins 1, donc l'hyperboloïde a 2 nappes, mais je ne vais garder qu'une nappe, ceux qui correspondent à des points dont la coordonnée z est positive. Alors, ceci est plongé dans l'espace de Minkowski, donc chacun
si je prends un point et son plan tangent, mais les vecteurs tangents, je peux faire leur produit au sens de Minkowski. C'est ça mon modèle. Alors vous allez me dire, oui, mais là, vous avez vraiment charrié parce qu'on ne connaît rien à l'espace de Minkowski, donc ça ne nous dira rien du tout. Et ce qu'on va faire pour regarder ce que c'est vraiment, c'est regarder la projection à partir de l'origine des coordonnées du point O sur le plan correspondant à la coordonnée Z qui est égale à 1. Comme dans l'hyperboloïde, vous avez des asymptotes, un cône d'asymptote, ben, ce que vous obtiendrez, c'est tous les points intérieurs à un disque de rayon 1 dans le plan Z égale 1. Donc on tombe sur notre modèle de géométrie, seront tous les points à l'intérieur d'un disque. Que seront les géodésiques? Eh bien, même chose que ce qu'on avait fait pour une sphère. Si je coupe mon hyperboloïde par un point qui contient en tout point la normale au plan tangent, mais attention, la normale au sens de Minkowski, j'aurai quelque chose dont la trace est une géodésique. Qu'est-ce que c'est la normale au sens de Minkowski en un point x, y, z? C'est aussi le vecteur dont les composantes sont x, y, z. Donc un plan qui contient la normale en tout point, c'est de nouveau un plan qui passe par l'origine. Je coupe mon hyperboloïde par un plan qui passe par l'origine, j'ai cette espèce d'hyperbole. Là, je ne vois pas grand-chose, c'est une géodésique, mais quand je projette, puisque je projette quelque chose qui est dans un plan passant par l'origine et je projette par rapport à l'origine, ben j'ai simplement une droite. Donc les géodésiques, ce sont les cordes, ce sont les segments de droite contenus dans le disque. Et vous voyez que si vous vous donnez une géodésique et un point extérieur à une géodésique, eh bien vous avez des tas, en fait une infinité d'autres droites entre guillemets qui ne coupent pas la première qu'on s'est donnée. Alors ceci c'est très agréable parce que les droites sont des droites, mais seulement c'est pas agréable du tout si on doit calculer des angles ou des distances. Alors, avant de parler d'angles et distances en géométrie hyperbolique, j'aimerais revenir à la géométrie sphérique où on regarde la sphère et j'aimerais la regarder en fait en coordonnées. On va prendre une projection stéréographique, c'est-à-dire que je prends le pôle sud et je considère le plan équatorial, le plan z égale 0. Et tout point de la sphère, un point P, je vais l'envoyer sur le point P' du plan équatorial qui est à l'intersection du plan équatorial et de la droite qui lie P à mon pôle sud. Ceci me donne une transformation qui va envoyer tout point de la sphère sauf le pôle sud, évidemment. Le pôle sud, je ne peux pas l'envoyer sur quelque chose, mais ça envoie tous les points de la sphère sauf le pôle sud sur les points du plan z égale 0. Donc j'envoie un point YZ sur un point du plan qui aura des coordonnées U et V, et ce sera surjectif, je peux écrire l'inverse. Donc comme j'ai un produit scalaire sur ma sphère, qui est le produit scalaire euclidien des vecteurs, je peux voir ce que ça devient dans mes cartes, et dans mes cartes, UV, la matrice du produit scalaire, est un multiple de l'identité, mais avec un multiple qui dépend du point. D'ailleurs, ici, j'ai représenté, enfin non, j'ai pris sur le net, une représentation de la Terre en projection stéréographique à partir du pôle sud. Donc vous voyez que tout le début, c'est tout l'hémisphère nord qui est concentré dans ce cercle-là, et puis l'hémisphère sud qui devient gigantesque. Et en fait, je n'ai pas dessiné l'extérieur parce que tout l'extérieur serait l'Antarctique. Donc les distances, bien sûr, dépendent du point. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose, excusez-moi, que comme la métrique est un multiple de l'identité, si je mesure les angles, vous vous souvenez que le cosinus de l'angle, c'était le produit scalaire divisé par les longueurs, eh bien le facteur n'interviendra pas, donc les angles sont les mêmes que ceux qu'on mesure de manière euclidienne. Alors, tâchons de faire la même chose avec notre géométrie hyperbolique. Donc, je vais projeter sur le plan qu'on appelait équatorial, donc sur le plan z égale 0, à partir du pôle sud, c'est-à-dire du pôle 0, 0, moins 1. De nouveau, étant donné les asymptotes,
j'aurai l'image, ce sera un disque, ce sera tous les points intérieurs au cercle de rayon 1 dans ce plan. Et si j'écris la métrique, vous voyez que c'est à peu près la même formule. Si vous vous souvenez de l'autre, il y avait juste des signes plus qui sont devenus des signes moins. Donc dans cette carte-là, les angles sont toujours mesurés comme dans le cas euclidien. Ah, mais je n'ai pas dit ce qu'étaient les géodésiques. Donc maintenant, mes angles sont chouettes. C'est ce qu'on appelle le disque de Poincaré, ce modèle-là. Mais que sont les géodésiques? Eh bien, les géodésiques sont soit les diamètres, soit les arcs, les portions de cercle dans le disque, des cercles qui coupent le bord à angle droit. Alors, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ne veulent pas, vous passez. L'explication mathématique est la suivante. Donc, pour avoir le disque de Klein, je projetais à partir de 0 mon hyperbole qui était l'intersection d'un plan avec un hyperboloïde. Pour avoir le disque de Poincaré, je projetais sur le plan z égale 0 à partir du point 0, 0, moins 1. J'ai fait ici une coupe où vous voyez l'hyperbole. La ligne rouge, c'est la projection vers le disque de Poincaré. Le disque de Poincaré est en rouge. Donc vous avez ce point-là. Le disque de Klein, il se trouve ici. Et la ligne orange est la projection sur le disque de Klein. Si vous dessinez entre les deux, donc si vous dessinez ici la sphère de rayon 1 centrée à l'origine, eh bien vous voyez que la projection verticale du point sur le disque de Klein est le même que le point d'intersection de la droite vers Poincaré et de ce cercle. Autrement dit, vous avez le petit dessin qui est ici. Dans le disque de Klein, qui devrait être là, mais alors on ne verrait rien, les géodésiques sont des droites. Si vous les remontez sur cette sphère, vous remontez verticalement une droite, vous avez un arc de cercle. Vous faites la projection stéréographique, qui est aussi l'inversion de rayon 2. Le cercle reste un cercle. L'angle qui était de 90 degrés reste 90 degrés. Et vous avez donc un angle qui coupe le bord à angle. Donc ça, c'est le modèle de Poincaré. Et de nouveau, si vous vous donnez une géodésique et un point extérieur à la géodésique, vous pouvez construire toutes sortes de géodésiques passant par ce point et parallèle à la géodésique donnée au sens que ça l'indique. Alors, on a déjà 3 modèles, l'hyperboloïde auquel on ne voit pas grand-chose, le disque de Klein et le disque de Poincaré. Ne restons pas en manque, continuons et redonnons encore un autre modèle classique qui est le demi-plan de Poincaré. Dans le demi-plan de Poincaré, l'espace va être représenté par tous les points du plan dont la coordonnée y, enfin je les ai appelés U', V', dont la coordonnée V' est positive. Vous pouvez aussi dire que c'est tous les nombres complexes dont la partie imaginaire est positive. Comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous obtenez ce modèle? On avait ma construction précédente, l'hyperboloïde, vous vous souvenez, on a dessiné la sphère de rayon 1, j'ai remis le disque de Poincaré en rouge, vous aviez la droite qui arrivait à l'image dans le disque de Poincaré qui était la projection qui portait du pôle sud, et vous aviez le point qui était l'intersection de cette droite avec la sphère de rayon 1. Eh bien, vous prenez ce point et vous faites la projection sur le plan vertical à partir du point qui est ce pôle-là de la sphère. Donc vous faites la projection à partir du point -1, 0, 0 sur le plan x égale 0. Comme les images ne sont que sur la demi-sphère supérieure, quand vous projetez de là, vous n'avez que le demi-plan. Et de nouveau, toutes les projections stéréographiques envoient des cercles sur des cercles. Dans les cercles, vous contenez des droites. Donc voilà, et si vous calculez la matrice de la métrique, de nouveau, c'est un multiple de l'identité qui dépend du point, et donc de nouveau, les angles sont mesurés comme dans le cas euclidien. Alors, donc si vous voulez passer du demi-plan de Poincaré au disque de Poincaré, si vous regardez les choses dans les complexes, un point Z' du demi-plan de Poincaré correspond dans le disque de Poincaré au point qui est obtenu en faisant Z'-1 sur Z'-i, sur Z' plus i.
puisque vous êtes dans le demi-plan supérieur, vous êtes plus près de I, donc Z moins I sera bien plus petit en norme que Z plus I. Donc vous aurez bien, en faisant le rapport, un nombre de normes inférieur à 1. Alors, je vais passer ceci, mais je vous le mentionne brièvement. Si vous voulez une interprétation du point dans le demi-plan, le lien entre le demi-plan de point carré et le disque de Klein, ben, un point dans le demi-plan de point carré, c'est un nombre complexe dont la partie imaginaire est positive. Donc c'est une solution d'une équation du second degré à coefficient réel et qui n'a pas de solution réelle. Donc c'est une solution de ax carré, j'ai écrit moins 2bx plus c égale 0, tel que b carré moins ac est négatif. On peut encore écrire b carré plus c moins a demi au carré est inférieur à a plus c demi au carré. Donc ce que je vais prendre, puisque évidemment l'équation, je peux la multiplier par une constante, j'ai la même équation, je vais prendre des coefficients a, b, c, tels que a plus c soit égal à 2, et mes paramètres, ce sera grand B que j'appellerai petit b, et c moins a que j'appellerai a. Donc je prends les équations de la forme 1 moins a x carré moins 2bx plus 1 plus a égale 0. Eh bien alors, l'unique solution à partie imaginaire de cette équation est le point Z' dans le demi-plan de point carré correspondant au point AB dans le disque de Klein. Bon, donc ceci c'est juste une remarque, mais c'est à nouveau des liens entre géométrie et algèbre. Alors ce qu'on va étudier maintenant, ce sont les isométries de mes espaces. C'est-à-dire, ce sont les bijections qui préservent tout ce qu'on a donné dans l'espace, donc ici, qui préservent la distance et les angles. Qu'est-ce que vous connaissez comme isométrie du plan euclidien? Ben, les translations, je bouge un objet, les rotations, je le tourne, j'ai rien changé, et une symétrie par rapport à un axe, à part que ma main gauche devient ma main droite, ça garde toutes les distances et tous les angles. Remarquez que ces isométries, eh bien, si j'ai ici deux points à distance donnée, et là deux points qui ont la même distance, je peux toujours les amener l'un sur l'autre. Comment est-ce que je fais? Je fais d'abord la translation qui amène un des points ici, et puis j'ai deux points à la même distance, plouf, je fais une rotation. Ce genre de raisonnement permet aussi de montrer que les combinaisons de ceci font toutes les isométries. Vous pouvez obtenir toutes les isométries en faisant des rotations autour d'un point O que vous choisissez, des translations et des symétries au besoin par rapport à une ligne que vous choisissez. Est-ce que c'est intéressant de connaître les symétries? Imaginez que le petit chaperon rouge soit en Bretagne et qu'il doive aller chez sa grand-mère, mais qu'ils doivent lui amener de l'eau de mer parce qu'elle veut cuire les crabes qui ont été pêchés. Donc, il s'agit de trouver le plus court chemin entre le point chaperon rouge et le point grand-mère, mais en passant par cette droite qui représente le Dourduf pour aller chercher de l'eau de mer. Est-ce que c'est le chemin que j'ai donné? Eh bien, vous savez que la symétrie par rapport à la droite est une isométrie, donc la longueur du chemin sera la même si je prends l'image symétrique entre le point d'intersection, l'image symétrique de la deuxième partie du chemin à partir de ma droite d'eau de mer. Donc le problème est équivalent à trouver le chemin le plus court entre ces deux points, et celui-là, il est très facile à trouver, vous le connaissez, c'est la ligne droite, et puis vous refaites la réflexion, et donc vous savez que le plus court chemin n'est pas celui que j'ai décidé, mais est celui-là, celui où l'angle d'incidence est égal à l'angle de réfraction, c'est bien sûr ce qui est suivi par les rayons lumineux. Bon, après cet interlude, revenons aux isométries dans le cas de la sphère. Quelles sont les isométries qui préservent la sphère, la métrique de la sphère? Eh bien, ce sont les isométries qui sont induites par les isométries de l'espace euclidien à 3 dimensions qui fixent l'origine. Donc vous avez deux types de choses. Vous avez les rotations autour d'un axe d'un angle alpha, et vous avez les symétries par rapport à un plan qui passe par l'origine.
Alors si vous écrivez ça dans la projection stéréographique, les rotations s'écrivent sous la forme d'une homographie, z' égale alpha z plus bêta sur moins bêta z plus alpha bar, avec alpha bêta des complexes dont la somme des carrés des modules vaut 1. Et les symétries, c'est la même chose combinée avec la transformation qui fait passer d'un nombre complexe à son complexe conjugué. Alors, de nouveau, vous remarquez que les isométries de la sphère, si je me donne deux paires de points sur la sphère, je peux toujours amener une paire de points sur l'autre. Prenons 2 points et 2 autres points. Eh bien, j'amène d'abord ce point-là sur ce point-là en faisant une rotation autour d'un plan qui passait par les perpendiculaires aux deux. Et puis donc, je dois maintenant amener mes pouces sur mes pouces, mais je fais simplement la rotation autour du point-là. Donc je peux amener 2 points à distance donnée sur 2 points à distance donnée. On parle de 2 homogénéités. Alors, retenez la formule et clic, on voit ce qui se passe pour le plan hyperbolique. Pour le plan hyperbolique, c'est la même chose. Les isométries sont induites par les isométries de l'espace de Minkowski qui fixe O. Et bien sûr, je ne veux pas envoyer ce morceau-là de l'hyperboloïde sur l'autre morceau, donc je veux préserver le signe de Z. Si vous l'écrivez dans le disque de Poincaré, vous vous souvenez, la métrique ressemblait très fort, eh bien vous voyez que les transformations, elles ressemblent aussi vachement fort à des signes près. C'est des alpha bêta, ou cette fois-ci, avant on avait un moins bêta ici, ça correspond à un groupe qu'on appelle SU1. Une autre façon d'écrire, vous pouvez voir que c'est la même chose, c'est de dire qu'on peut faire des rotations et on peut faire ces homographies. En particulier, ça montre que c'est de nouveau 2 homogènes. Je prends n'importe quel point du disque, appelons-le gamma. Eh bien, en faisant cette transformation avec le gamma en question, et phi qui est égal à 0, vous voyez que vous envoyez gamma sur 0. Donc vous pouvez envoyer tout point sur 0. Et une fois que vous avez envoyé le point sur 0, mais si vous avez 2 points qui sont à distance donnée, vous prenez au contraire gamma égale 0, et vous prenez juste la rotation qui envoie l'un sur l'autre. Donc c'est de nouveau un espace 2 homogène. Alors, vous avez vu un peu partout, ce sont des homographies. Ce n'est pas étonnant, tout ça est lié à des transformations d'espace projectif. Et ce que Klein, on avait vu sa photo tout à l'heure, a fait, c'est qu'il a essayé de comparer, entre le début du XIXe siècle, toutes les géométries qu'on connaissait. Donc la géométrie euclidienne, la géométrie sphérique, la géométrie elliptique, la géométrie hyperbolique, et aussi à ce moment-là, la géométrie affine et la géométrie projective. Et il voulait dégager les points semblables, et il s'est rendu compte que les propriétés d'une géométrie donnée se traduisaient par ce qui était préservé par un groupe d'isométrie. Et donc il a changé le point de vue et il a mis en avance l'idée qu'une géométrie est l'étude des invariants par l'action d'un groupe. Donc on prend un espace, on y fait agir un groupe, dans ce qu'il faisait, il supposait toujours que ça agissait de manière transitive, et il disait que finalement c'était ça une géométrie. Alors en fait, Félix Klein avait 23 ans, et on venait de lui offrir un poste de professeur, de full professeur à l'université d'Erlangen en Allemagne. Et quand on devient là-bas full professeur, on doit faire une conférence d'introduction. Et il a écrit ce texte, mais en fait il n'a pas donné cette conférence. Il a donné une conférence beaucoup plus classique, parce que de nouveau, c'était très contraire aux philosophies de dire que tout à coup il y avait autant de géométrie à peu près qu'on veut. Dans cette optique-là, il y a 23 géométries en dimension 2. Alors, en quoi est-ce que on a
des propriétés. Donc maintenant, prenons un espace sur lequel un groupe agit de manière transitive. Donc on peut envoyer n'importe quel point sur n'importe quel autre point. Mais nous avons vu dans nos exemples que nos exemples, ils sont plus. On peut envoyer un point où on veut, et puis un point à distance donnée du premier sur n'importe quel point à la même distance du second. Et donc on peut se demander quelles sont toutes les surfaces 2 homogènes. Et on a le théorème suivant. Donc si vous prenez une surface, ça veut dire quelque chose qui est de dimension 2. Hein. Localement, il faut 2 coordonnées pour savoir où on se déplace dedans. Et si c'est muni d'une distance, donc bien sûr, toutes nos surfaces, elles avaient des métriques. Donc on a vu une métrique, ça donne des longueurs, ça donne des longueurs de chemin, donc ça donne des distances. Mais si vous prenez n'importe quelle surface munie d'une distance, et que vous supposez qu'il y a l'équivalent des géodésiques, c'est-à-dire que quand vous venez 2 points, vous pouvez les rejoindre par une courbe qui est la plus courte possible, donc qui donne la distance, mais qui est aussi la plus courte entre chacun de ces points. Et si elle est 2 homogène, c'est-à-dire chaque fois que vous vous donnez 2 couples de points, tels que la distance entre PP' est la même que la distance entre QQ', vous avez une isométrie qui envoie P sur P' et Q sur Q', ben, on avait 3 exemples, et bien c'est les seuls exemples. Les surfaces isométriques qui ont ces propriétés, c'est soit le plan euclidien, soit la sphère de rayon R dans l'espace euclidien, ou ce qu'on avait vu, l'espace elliptique de Klein, où on identifie 2 points opposés, ou bien c'est le disque de points carrés. On peut faire un multiple constant de la distance hyperbolique. Ici, je vous parle de sphère de rayon R. On aurait pu faire la même chose. J'ai pris la sphère entre guillemets de rayon R, x carré plus y carré moins z carré égale moins 1. J'aurais pu prendre x carré plus y carré plus z carré égale moins r carré, et j'aurais eu un multiple de ma métrique. Alors donc ça c'est un lien entre ce que j'ai fait avant et cette nouvelle idée de Klein que les espaces, les géométries, c'est étudier des espaces sur lesquels agit un groupe de manière homogène. Et à peu près à la même époque vient, j'ai oublié de vous dire une chose importante sur Klein. Klein est le premier qui ait amené une femme à défendre une thèse dans une université allemande. Il a eu une étudiante en collaboration avec Kehle, et ça a été la première thèse de maths par une femme en Allemagne. Alors, Riemann, lui, il a généralisé ce qu'avait fait Gauss à des variétés de n'importe quelle dimension, donc des objets beaucoup plus complexes. Et il a dit, bah, une géométrie, c'est prendre une variété, c'est quelque chose qui localement ressemble à des ouverts de Rn, sur lequel on met une métrique. Donc une métrique, c'est toujours des produits scalaires sur l'espace tangent. Eh bien, il dit, chaque fois qu'on prend une variété et une métrique, c'est une géométrie. Je peux définir à ce moment-là les notions de géodésique, les notions d'angle, comme on l'a fait précédemment, ça ne dépend pas de la dimension, et il a généralisé ça donc, dans un cadre très général. Donc on a 2 généralisations. L'une, à peu près n'importe quel objet, enfin une variété sur lequel on met une métrique, et d'autre part, les espaces sur lesquels on a un groupe qui agit et qui agit de manière transitive, qui envoie tout point sur les autres. Alors j'aimerais citer au XXe siècle, Élie Cartan, fin 19e, 20e, qui a à la fois étudié l'intersection et une généralisation des deux. Donc l'intersection, c'est qu'il a étudié les variétés riemanniennes homogènes, et en particulier, il a étudié les espaces symétriques correspondant à des métriques définies positives. J'en profite pour dire ce que les gens de Bruxelles ont fait, et Michel et Monique ont étudié les espaces symétriques avec des signatures qui sont des signatures comme dans l'espace de Minkowski. Donc ça c'est une chose qu'a étudié Cartan. L'autre chose qu'il a fait, c'est essayer de définir, enfin non, il a défini ce qu'on appelle des connexions de Cartan, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à la fois très non homogène, comme dans le cadre
d'une variété de Riemann, on part d'une variété qui peut être très non homogène, mais qui a ce côté homogène, c'est qu'on choisit un fibré sur cette variété, pour ceux qui connaissent les mots, et qui localement donne un isomorphisme avec un modèle de Klein. Donc c'est quelque chose qui généralise les deux et qui a été essentiellement ignoré, parce qu'il y a une autre notion de connexion qui était plus simple, qui étaient les connexions d'Erosman, et qui ont eu beaucoup de succès, qui ont permis d'écrire des théories de jauge en physique, etc., donc qui étaient très pratiques. Et en fait, ça n'est revenu à l'étude qu'à la fin du XXe siècle, dans certains cas, avec ce qu'on appelle la géométrie parabolique. Bien sûr, un des grands succès de l'introduction de la géométrie riemannienne est le fait que ça a pu servir de base à Einstein pour la formulation de sa relativité générale. Eh bien, je propose qu'on fasse une pause maintenant. Dans la deuxième partie, donc on est arrivé au 19e, 20e siècle, j'aimerais repartir du plan hyperbolique et donner 3 directions qui ont amené à des recherches au 20e et au 21e siècle. On parlera de triangles minces, on parlera de courbure et d'imagerie, et on parlera de plongement isométrique. On s'arrête pendant 10 minutes. Nous allons commencer cette deuxième partie par quelques petits calculs. Là, il y aura un peu plus de mathématiques, mais on n'en aura pas nécessairement. Enfin, on peut comprendre la suite sans avoir nécessairement compris comment on arrive à ces calculs. Donc, j'ai parlé dans la géométrie hyperbolique, du plan hyperbolique, et on a déjà regardé plusieurs modèles, et en particulier dans le modèle du disque de Poincaré, on avait dit que les angles, vous les mesurez avec votre rapporteur. On a décrit les droites qui sont les demi-diamètres ou les morceaux de cercle qui coupent le bord perpendiculairement. Manque encore la distance entre deux points. Alors comment est-ce qu'on calcule? Je vous rappelle ce qu'on avait dit, la longueur d'un chemin entre deux points, c'est l'intégrale de la norme du vecteur vitesse. Et je vous rappelle que la métrique pour le disque de Poincaré était donnée par cette matrice. Donc si je parcours ici la droite qui va du point 0 au point R sur l'axe, sur le premier axe de coordonnées que je vais appeler T, c'est la même chose que d'intégrer de 0 à R, ben, la longueur du vecteur tangent qui est donnée par cette expression-là, donc qui est la racine de 4 sur 1 moins t carré au carré, donc ça fait 2 sur 1 moins t carré, et vous savez que ça, mais ça vous donne juste 2 arguments dont la tangente hyperbolique vaut R, c'est une des intégrales classiques. Et si vous décomposez 2 sur 1 moins t carré égale 1 sur 1 moins t plus 1 sur 1 plus t, vous obtenez que c'est le logarithme de 1 plus r sur 1 moins r en valeur absolue. Ce que je vais écrire, ça a l'air d'être complètement débile, hein, mais au lieu d'écrire, je renverse, au lieu d'écrire 1 moins r, je vais écrire que c'est r moins 1, puisque de toute façon je prends la valeur absolue. 1 plus r, j'écris que c'est r moins 1, comme j'écris moins 1, enfin, vous pouvez vérifier que la valeur absolue du logarithme est la même, mais ici vous reconnaissez, vous avez les points moins 1 et 1, et vous avez les points 0 et R, on prend le birapport. Donc le birapport, je vous rappelle que c'est la distance entre 0 et moins 1, donc c'est 0 moins moins 1, divisé par la distance de 0 à 1, c'est-à-dire 0 moins 1, que multiplie la distance de R à 1, qui est R moins 1, divisé par la distance de R à moins 1, qui est R moins moins 1. Donc on voit que c'est la valeur absolue du logarithme du birapport des points moins 1, 1, 0, 1. Alors maintenant, si je prends deux points quelconques,
nous avons vu que le disque était 2 homogène. Donc il existe une isométrie qui envoie Z0 sur 0, Z1 sur R, et donc forcément, puisque ceci est une droite, ça va envoyer U sur moins 1 et V sur 1. Et on a vu que cette isométrie était donnée sous la forme d'homographie. Et si vous vous souvenez, les homographies sont des transformations de l'espace projectif. Le birapport est un invariant de l'espace projectif. Et donc, un birapport, c'est invariant par une homographie. Et donc, nécessairement, la distance entre deux points Z et Z1, c'est la valeur absolue du logarithme du birapport entre les points UV, Z et Z1. Donc, mais ce qu'on va devoir retenir ici, c'est que la longueur entre 0 et R, c'est 2 fois l'argument dont la tangente hyperbolique vaut R. Autre chose, on va essayer de calculer l'aire d'un triangle idéal. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un triangle idéal? C'est un triangle dont les 3 sommets sont sur le bord de mon plan hyperbolique. Et ici, je me suis mis dans le modèle du demi-plan de Poincaré. Et vous vous souvenez, là, les droites, c'était des droites verticales ou c'était des demi-arcs de cercle. Donc, je prends ce triangle-ci, qui est un triangle hyperbolique, dont les 3 angles sont 0. Hein. Quand on est au bord, on a 2 droites tangentes, donc les angles sont 0. Quelle est la surface de ce triangle dont tous les sommets sont sur le bord? Alors, de manière générale, quand on a un domaine avec une métrique, l'aire d'un domaine, c'est l'intégrale sur D de la racine de la valeur absolue du déterminant de la métrique qu'on intègre par rapport aux coordonnées. Et je vous rappelle que la métrique dans le demi-plan de Poincaré, c'est juste donné par 1 sur V carré fois la matrice identique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer juste sur ce demi-triangle-là. Donc, j'intègre sur la coordonnée U qui varie entre 0 et 1, j'intègre 0 et 1, comme je ne prends que la moitié du triangle, j'aurai 2 fois ça. Et puis en V, je dois intégrer sur les droites verticales bleues. Le dessus, c'est le dessus du cercle, donc c'est V vaut la racine de 1 moins U' carré. Et en dessous, Y, c'est le cercle de rayon 1 quart centré au point 1 demi 0, donc Y est la racine de 1 quart moins U' moins 1 demi au carré. Et j'intègre, le déterminant, ça fait 1 sur V carré au carré, donc si je prends la racine, j'ai un 1 sur V carré, j'intègre, blablabla, et j'obtiens que l'aire vaut pi. Donc l'aire d'un triangle idéal hyperbolique vaut pi. Alors maintenant, je vais utiliser ça pour étudier la somme des angles dans un triangle hyperbolique. Donc, on a vu que le triangle qu'on a étudié, son aire vaut pi. Donc évidemment, dans n'importe quelle représentation, son aire vaut pi. Ça ne dépend pas si j'ai représenté dans le demi-plan, dans le disque de Poincaré ou quoi que ce soit. Et vous vous souvenez que si je me mets dans le disque de Poincaré, j'ai dessus ce qui agit, ou même si je prends le demi-plan de Poincaré, ce qui agissait, c'était des homographies à coefficients réels qui agissent transitivement sur les triples de points. Donc tous les triangles idéaux auront la même surface pi. Donc si je prends dans le disque de Poincaré ce triangle-là, sa surface vaut pi. Alors ce que j'aimerais connaître, c'est la surface d'un triangle qui a 2 sommets sur le bord et un sommet ailleurs. Comme de nouveau, mon groupe d'isométrie est transitif, je peux supposer que le dernier sommet est en 0, et les géodésiques qui partent de 0, ça c'est chouette, c'est des morceaux de droite de diamètre. Alors prenons un triangle correspondant avec un angle alpha, un triangle correspondant à un angle bêta, et le triangle correspondant à l'angle alpha plus bêta. Qu'est-ce qu'on constate quand on dessine tout sur le même dessin en espérant que vous voyez quelque chose? On voit que si on fait l'aire du triangle alpha plus l'aire du triangle bêta, c'est la même chose que l'aire du triangle alpha plus bêta plus l'aire du machin que j'ai dessiné là. Donc vous obtenez que l'aire de A alpha plus A bêta, c'est A alpha plus bêta plus pi. Ce qui veut dire que si vous définissez une nouvelle quantité qui est A alpha moins pi, elle est additive. Ça veut dire que si vous calculez f
de alpha plus bêta, c'est la même chose que f alpha plus f bêta. C'est équivalent à la relation qui est juste au-dessus. Et de plus, plus alpha est petit, plus ça va être petit, alpha, cette fonction va être continue. Une fonction continue et additive, c'est simplement dire que f alpha est un multiple de alpha. Pour connaître le multiple, je choisis une valeur de alpha qui est pi. Qu'est-ce qui se passe si mon alpha vaut pi? Mon triangle, il devient juste de droite, il n'a plus de surface du tout. Donc l'aire de pi, ça vaut 0, donc f de pi, ça vaut moins pi. Donc vous voyez que la constante, elle vaut moins 1, ce qui veut dire que f de alpha, c'est moins alpha. Et quand vous revenez à alpha, qui est f alpha plus pi, vous voyez que l'aire d'un triangle, du triangle alpha, il vaut pi moins alpha. Donc ça, c'est l'aire d'un triangle qui a deux sommets, deux angles nuls, donc deux sommets sur le bord et un angle alpha. Alors à partir de là, qu'est-ce que je peux dire pour un triangle qui cette fois-ci n'a qu'un sommet au bord et a deux sommets alpha et bêta? De nouveau, par transitivité, je peux supposer que l'un des sommets, je le mets en 0, 0. Et alors vous voyez que l'aire du triangle rouge, c'est l'aire du grand triangle jusqu'au cercle qui est A alpha, moins l'aire de ce petit triangle qui est aussi un triangle avec deux sommets au bord et un sommet où l'angle est pi moins bêta. Donc vous voyez que l'aire du triangle rouge plus l'aire de ce petit morceau-ci, c'est A alpha. Et en calculant, ça vous dit que l'aire d'un triangle avec deux sommets, c'est pi moins alpha moins bêta. Un coup de plus, je prends maintenant mon triangle qui est tout à fait à l'intérieur du disque. Et de nouveau, je peux toujours supposer, par isométrie, qu'un des sommets est en 0. Et je veux calculer l'aire du triangle rouge. Je suis désolée, mais ici, mettre du coloriage, ça dépassait mes compétences antiques. Alors, l'aire du triangle rouge, plus l'aire de ce mince triangle-là, qui a pour angle alpha prime 1 moins bêta et 0, plus l'aire du triangle en dessous, qui a pour angle alpha seconde, pi moins gamma et 0, eh bien, c'est l'aire de ce grand machin qui a deux sommets sur le bord et un angle alpha plus alpha prime plus alpha seconde. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. L'aire d'un triangle qui n'a qu'un sommet, et ce sommet, un sommet dans le disque, avec un angle alpha plus alpha prime plus alpha seconde, c'est l'aire qu'on cherche, plus l'aire de deux triangles qui sont du type précédent qu'on a étudié. Donc, en remplaçant par les valeurs, ce qu'on obtient, c'est que l'aire d'un triangle, c'est toujours pi moins alpha moins bêta moins gamma. Alors, ceci est très étonnant par rapport à la géométrie riemannienne. Parce que qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que si vous donnez les trois angles d'un triangle, ben vous connaissez sa surface. Donc, des triangles semblables, ça n'existe pas en géométrie hyperbolique. Et en fait, c'est ça essentiellement l'erreur de Kant. Donc, voilà, la somme des angles d'un triangle est toujours égale à pi moins la surface de l'aire du triangle. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, j'ai calculé les distances, j'ai calculé les aires du triangle, je peux essayer de mettre un cercle inscrit dans un triangle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Calculons l'aire d'un cercle. Donc, je vous ai rappelé ici l'aire du domaine D dans le disque de points carrés, et je vous ai rappelé que la distance entre un point 0 et R, c'est 2 fois l'arc de la tangente hyperbolique vaut R. Donc, si je prends l'aire d'un cercle de rayon ρ, attention, quand je dis cercle de rayon O, c'est un rayon hyperbolique ρ, alors pour le calculer, je vais mettre le cercle au milieu, de nouveau centré en 0 par la transitivité, je peux amener le centre en 0. Et alors l'aire du cercle de rayon ρ, eh bien, je dois faire l'aire en dUdV de cette quantité sur le cercle. Au lieu de UV, je passe en coordonnées polaires R θ, donc 4 sur 1 moins R carré au carré, R dr θ.
et je dois l'intégrer sur tout le cercle, donc θ varie entre 0 et 2π, et le rayon, il varie de 0 jusque là où la distance vaut ρ, et on avait vu que ça, c'était la tangente hyperbolique de ρ demi. Et si on calcule, on obtient que l'aire de ce cercle, c'est 2π cosinus hyperbolique de ρ moins 1. Mais donc, si vous voulez mettre le cercle dans le triangle, il faut que 2π fois cosinus hyperbolique de ρ moins 1 soit forcément inférieur à π, puisque l'aire du triangle, c'était π moins alpha moins bêta moins gamma. Hein? Ce qui veut dire que le cosinus hyperbolique de ρ est inférieur à... qu'est-ce que j'ai écrit là? Cosinus hyperbolique de 3,5, quelque chose comme ça, ce qui veut dire que ρ doit être inférieur à 1. Donc il y a une borne du rayon d'un cercle qu'on peut mettre dans un triangle. De nouveau, l'intuition en géométrie euclidienne est complètement différente. Vous pouvez prendre votre cercle aussi grand que vous voulez, vous pouvez toujours faire un triangle encore plus grand qu'il le contient. Et ça a conduit au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, Misha Gromov a introduit une nouvelle notion qui est la notion d'un espace hyperbolique. Alors il dit qu'un espace métrique géodésique, donc ça veut dire qu'il y a une métrique et qu'il y a des chemins les plus courts entre deux points, un espace métrique géodésique est dit delta hyperbolique si chaque fois que vous vous donnez 3 points, x, y, z, et chaque fois que vous prenez des géodésiques qui les lient 2 à 2, donc une géodésique xy, une géodésique xz et une géodésique yz, eh bien, tout point de cette géodésique-là est très près d'une des deux autres géodésiques. Et quand on dit très près, que c'est une distance inférieure ou égale à delta d'un point de l'autre géodésique. Donc vous voyez ici, vous êtes très près de cette géodésique-là, puis le point qui est le plus loin de tous c'est C, c'est là où vous pouvez mettre un cercle, et puis après ça, vous vous approchez de cette géodésique-là. Donc des exemples de géométrie hyperbolique, la géométrie hyperbolique qu'on vient de voir, puisqu'on vient de voir que le cercle est au maximum de rayon 1, donc la distance est inférieure à 2, certainement. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle un arbre. Donc c'est un espace où vous avez des points, des sommets, et qui sont liés par des arêtes. Et donc la distance entre vos différents sommets, c'est lié en mesurant les arêtes d'un chemin qui va d'un sommet à l'autre. Donc ces distances, vous pouvez dire que toutes les arêtes valent 1, ou vous pouvez mettre les mesures que vous voulez sur les arêtes, ça fait des espaces métriques. Alors un arbre, ça veut dire qu'il n'y a pas de cycle, que vous fermez. Hein? Et quand on a un arbre, c'est un espace métrique géodésique, si je veux aller du sabot arrière droit jusqu'au museau, le chemin c'est faire 1, 2, 3, 4, il y a une seule géodésique, et vous avez toutes les propriétés d'un espace métrique. Et celui-là, que vaut le delta? Il vaut 0. Pourquoi? Parce que si je prends 3 points, par exemple ces 3 points-là, eh bien les géodésiques, elles vont toutes passer par ce point-là. Donc partout, les géodésiques vont coller 2 à 2. Donc un arbre, c'est un espace de géométrie hyperbolique avec un delta correspondant qui vaut 0. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'étudier cette géométrie avec des triangles fins? Si on regarde d'un point de vue très éloigné les grands réseaux, par exemple les réseaux Internet, si on regarde tout ça, mais quand on regarde des photos, la seule chose qu'on voit apparaître, c'est bien sûr pas des arbres, parce que vous avez des amis et ça fait des cycles, mais si on regarde ces énormes réseaux, vous voyez apparaître des triangles fins. Et d'autre part, Gromov les a introduits en particulier, mais ça c'est encore au niveau wishful thinking, de modéliser l'activité du cerveau et des synapses. Alors, on va parler d'autre chose. Donc ça, c'était un premier développement dont je voulais vous parler de ce plan hyperbolique. Un deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était de courbure. Alors,
on a dit, ben, une droite c'est quelque chose qui est droit et qui n'est pas courbe. Comment est-ce qu'on mesure le fait qu'une courbe est courbe? Eh bien, vous prenez la courbe rouge, vous prenez un point, vous savez ce que c'est sa tangente. Sa tangente, c'est la limite. Quand vous prenez M et un autre point sur la courbe et que vous faites la droite entre les deux, et puis vous faites tendre l'autre point vers M, bing, vous tombez sur la tangente. Ici, on va regarder le cercle osculateur. Qu'est-ce que c'est le cercle osculateur? Vous donnez le point M et deux autres points sur la courbe. Il passe un unique cercle par 3 points. Vous faites tendre les points vers M, vous tombez sur un cercle qui est le cercle osculateur. Et la courbure, c'est l'inverse de ce rayon. Alors, si la courbure monte et descend, vous avez donné une direction de n, et par là, vous allez dire que la courbure est positive, et si elle avait été dans le sens, qu'elle est négative. Et ça, c'est la courbure d'une courbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la courbure d'une surface, maintenant? Vous prenez une surface, donc un machin, plongé dans R3, et prenons un machin tout à fait au hasard plongé dans R3, et vous prenez un point, et en ce point, vous avez un plan tangent, et bien, chaque fois que vous vous donnez un vecteur, vous avez aussi la normale, la perpendiculaire, vous coupez votre surface par le plan qui passe par ce vecteur et la normale. Donc vous obtenez une courbe, hein. Donc je prends un vecteur, je prends le plan qui passe par la normale, j'ai une courbe, et donc je peux calculer la courbure de cette courbe. Et puis je fais tourner mon plan, et dans chaque direction, j'ai une courbure de la courbe d'intersection du plan. Cette courbure, elle a un minimum et un maximum. C'est ce qu'on appelle les courbures principales, et les directions dans lesquelles ça a ses valeurs, c'est ce qu'on appelle les directions principales de courbure de la variété. Et le produit de ces deux courbures est la courbure de Gauss. Alors, la somme de ces deux courbures est aussi intéressante parce que si vous voulez connaître des surfaces minimales, vous plongez une bulle de savon et un fil de fer dans du savon liquide et vous voulez connaître la forme que ça prend, ça c'est dire que la somme est zéro. Et ce genre de surface a été étudié de manière plus générale par Lefleur en regardant des applications harmoniques. Donc, pour revenir à notre idée, ben ici, vous voyez une surface qui est bombée, ben les deux courbes sont courbes et ont le rayon dans la même direction, donc la courbure est positive. Si vous regardez une selle de cheval, les courbures maximum et minimum ont des signes différents, donc la courbure est négative. Et si vous regardez un cas où il y a une chose qui est droite, qui est donc de courbure nulle, le produit est nul, c'est à courbure nulle. Et un des très grands théorèmes de Gauss, c'est de dire que si vous n'étiez pas plongé dans R3, si vous étiez juste une petite fourmi à 2 dimensions qui se balade sur votre surface, en fait, vous pouvez mesurer cette courbure. Vous n'avez pas besoin d'avoir une normale et un point normal, c'est une notion intrinsèque. Et cette courbure, si vous connaissez la matrice GS, donc la matrice du produit scalaire dans l'espace tangent, cette courbure va dépendre des coefficients de G, de leur dérivée et de leur dérivée seconde. Ça interviendra dans la suite que ça ne dépend que des dérivées secondes. Alors, est-ce que la courbure est encore utilisée aujourd'hui? Oui. Si vous mettez des points sur une surface prise tout à fait au hasard et vous calculez une notion discrète, une discrétisation de cette notion de courbure, et que vous mettez simplement des petites barres dans la direction des courbures principales, eh bien vous avez une assez bonne image de l'objet sur lequel vous avez mis votre série de points. Et donc c'est une façon pour reconnaître avec un nombre fini de points, le plus petit possible, deux objets différents. Alors, il y a des surfaces où cette courbure est la même dans tous les points. Ce produit des deux courbures est la même dans tous les points. Et en particulier, c'est vrai pour l'espace euclidien, il est tout plat, k égale 0 pour la sphère. Vous imaginez bien, vous coupez dans n'importe quelle direction, vous avez le cercle. Donc, quand vous en avez deux, le produit, c'est 1 sur r carré, c'est la courbure de la sphère de rayon R. Pour le disque de point carré, avec ce que j'avais choisi qui était la sphère de pseudo-rayon 1, enfin la sphère correspondant à une somme
qui vaut moins 1, eh bien la courbure est une courbure constante négative égale à moins 1. Et il y a un théorème qui dit que ce sont les seules surfaces à courbure de Gauss constante si on demande en plus une hypothèse de simple connexité dans laquelle je ne viendrai pas ici. Et il y a un théorème important, le théorème de Gauss-Bonnet, qui dit que quand on a une surface l'unique d'une métrique, si on regarde un triangle formé de 3 géodésiques et qu'on regarde les angles au sommet de ces triangles, eh bien on a toujours que la somme des angles est égale à pi plus l'intégrale sur le triangle de la courbure de Gauss. Donc, comme la courbure de Gauss est 0 dans le cas euclidien, vous savez bien que la somme des angles d'un triangle du plan euclidien vaut pi. Sur une sphère, vous avez que les sommes d'un triangle sur une sphère de rayon R, c'est pi plus 1 sur R carré fois l'aire du triangle. Et dans le cas hyperbolique, on a vu que l'aire c'était pi moins la somme, donc la somme est bien égale à pi plus l'intégrale de moins 1, c'est-à-dire moins l'aire du triangle. Donc nous avons vu, alors pour le triangle j'ai un petit schéma mais je vais le sauter, et ce théorème qui dit que l'aire d'un triangle est liée à la somme des angles peut être prolongé, on peut prendre notre surface, la couper en petits triangles, sommer tout ce qui se passe partout, et ce qu'on montre ainsi, c'est que si on prend une surface compacte, pensez à compact que c'est borné, que c'est contenu dans une grande sphère, si vous prenez une surface compacte, et je vais la prendre orientée, donc partout vous pouvez définir le vecteur normal de manière unique, eh bien, quand vous intégrez la courbure de Gauss, vous obtenez une constante qui ne dépend que de la surface qu'on peut bouger comme du caoutchouc. Donc, un invariant qu'on appelle topologique, la caractéristique de l'aire, qui est égale à 2 moins 2 fois le genre, c'est-à-dire le nombre de trous. Donc, prenons des exemples. En fait, des exemples. On peut montrer que toute surface compacte orientée est automatiquement, si on peut faire des déformations de caoutchouc en tant qu'objet, on peut toujours la ramener à une sphère, ce qu'on appelle un tore, à l'intérieur d'un pneu, un trou, un bretzel, un tore à 2 trous, un tore à 3 trous, 4 trous, etc. Vous pouvez faire autant de trous que vous voulez, mais on se ramène toujours à un truc avec un certain nombre de trous, et le nombre de trous est un invariant. Vous voyez bien que vous pouvez prendre votre chambre à air, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en déformant continuellement, vous n'aurez jamais une sphère, ni vice-versa. Vous passez de la sphère au tore, vous devez faire clic et faire un trou et recoller les choses. Donc vous voyez que ici le genre vaut 0, donc la caractéristique vaut 2. Donc si vous avez une métrique à courbure constante, mais comme l'intégrale doit valoir 2, cette constante doit être positive. Sur le tore, le genre vaut 1, donc la caractéristique est nulle. Donc si vous avez une métrique à courbure constante, cette courbure doit être nulle, et à partir de 2 trous, ça doit être négatif. Alors sur la sphère, on a vu, la métrique classique sur la sphère, elle est bien de courbure positive. Il y a des théorèmes qui disent qu'à partir du genre 2, on peut toujours mettre une métrique de courbure constante négative. Par exemple, on regarde le bretzel comme un quotient de cet octogone où on a recollé les flèches dans le sens indiqué quand elles ont la même couleur, et on prend la métrique sur l'orthogone qu'on voit dans le disque, on recolle et on a ce qu'il faut. Alors, comment est-ce que ça a été développé? Eh bien, ces liens, donc ils donnent un lien entre de la géométrie. On met une métrique quelque part, et en calculant l'intégrale de la courbure, on obtient un invariant topologique. Donc ce lien entre mettre un objet géométrique et obtenir de la topologie, ça a été généralisé au XXe siècle par des théorèmes fondamentaux qui sont les théorèmes de l'indice de Michael Atiyah et Michael Singer, et qui encore maintenant sont généralisés pour essayer de construire des invariants. On met de la géométrie et à partir de cette géométrie, on fait des invariants. En particulier, un des invariants, c'est compter, par exemple, le nombre de géodésiques qui se referment. Et Mirzakhani, qui est la première femme à avoir eu la médaille Fields en 2014, a fait des résultats sur ces travaux.
Alors, ici, je vous ai dit, ça marche, on le connaît. Ici, je vous ai dit un peu vaguement, ça marche. Qu'en est-il sur le tore? Est-ce que je peux mettre sur le tore une métrique plate? Et on entre là dans le troisième sujet dont je voulais vous parler, qui sont les plongements d'une surface dans l'espace euclidien, des plongements isométriques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tore plat? Un tore plat, ben, ce n'est pas le tore ici. Si je regarde le tore comme ceci, avec la métrique de R3, ben, il n'est pas plat. Regardez ce point-là. Si je coupe avec des plans, et si je coupe avec des plans, vous voyez bien ce qui se passe. Je coupe dans ce sens-là, j'ai un truc comme ça. Je coupe dans ce sens-là, j'ai un truc plus grand. Mais je coupe dans toutes les directions, j'ai toujours une courbe. Donc ma courbure, elle ne sera pas du tout zéro. Elle sera le produit de nombres. Je n'ai jamais une droite, j'ai toujours des trucs courbes. Donc le tore plongé, il n'est pas plat. Comment est-ce que je peux obtenir un tore? Mais je peux obtenir un tore de la manière suivante. Je prends un carré de papier et j'identifie les bords dans ce sens-là, et les bords bleus dans ce sens-là, et les bords rouges dans ce sens-là. Donc si j'identifie les bleus, ben, je peux les recoller, et j'ai un cylindre. Je prends ici, je n'ai pas de bic, mais je dessine n'importe quel dessin ici, avec des angles et des droites. Je recolle dans ce sens-là, j'ai un cylindre, ben, il est clair que mon cylindre est plat. Je n'ai pas changé mes angles et les choses. Je peux toujours le dérouler et mesurer comme j'avais. Donc jusqu'au cylindre, ça va. Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir un tore? Je dois maintenant le faire tourner pour recoller les bords. Alors, vous pouvez essayer, mais crac, 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 vous entendez bien que ça ne marche pas du tout. Je ne peux pas laisser mon tore plat et le plonger dans R2. Donc, en tant qu'espace topologique, c'est la même chose que ce quotient. Je ne sais pas le plonger de manière naturelle dans R3. Et donc, identifier, c'est vraiment comme dans Pac-Man, hein, quand vous avez, enfin Pac-Man c'est pour les plus vieux d'entre nous, quand vous avez des trucs qui montent, ça redescend en bas, quand vous avez des trucs qui partent à gauche, ça revient à droite. Actuellement, c'est même peut-être que je remonte à quelques années, sur mon téléphone j'ai un truc qui s'appelle Snake et qui fait la même chose. Ok. Donc c'est le monde de Pac-Man de Snake, donc c'est une géométrie qui est plate. Alors en fait, cette géométrie, je ne peux pas la plonger de manière isométrique dans le plan. Bon, j'ai essayé, mais vous allez me dire, oui, mais enfin, vous avez essayé, vous avez été cloche, et vous disiez de le faire mieux, et ça ira. Mais imaginons qu'on puisse le plonger. Si on pouvait le plonger, puisque c'est compact, ce serait contenu dans une grosse boule. Hein, mon plongement, mon truc ici, il serait contenu dans une grosse boule. Voilà, ça, c'est mon plongement intelligent de mon tore. Je diminue ma boule. À un moment donné, je touche. Mais quand je touche, je suis dans la boule. Donc, en ce point-là, mes courbures, elles sont toutes au moins celles de la sphère. Donc, ma courbure est positive. Ceci montre que je ne peux pas faire de plongement isométrique du tore dans l'espace à 3 dimensions. Est-ce que ça veut dire ça? Attention, j'ai utilisé la courbure. La courbure, je vous ai dit, ça fait intervenir la métrique, ses dérivées premières et ses dérivées secondes. Donc je ne peux pas le faire si je fais un plongement où je peux bien calculer les dérivées secondes. Et ce qui a été montré par Nash au XXe siècle, c'est qu'on pouvait plonger le tore dans R3, le tore plat, donc il reste plat, mais ce plongement, il n'est forcément pas de classe C2, on peut le faire de classe C1. Alors, C2, C1, ça veut dire qu'il y a des dérivées qui existent et qui sont continues ou pas. Donc j'ai donné des petits exemples de fonctions. Si vous prenez la fonction x, ben, elle est tout à fait bien continue, c'est infini, etc. Mais si vous prenez la fonction valeur absolue de x, donc qui vaut x quand x est positif et qui vaut moins x quand x est négatif, ben cette fonction est continue. Continue, ça veut dire qu'on la dessine sans lever les crayons.
Je suis sûre qu'il y a des professeurs d'analyse qui sont ravis de ma définition. Si vous calculez la dérivée, vous voyez que la dérivée ici vaut 1 et là elle vaut moins 1. Donc la dérivée, elle n'est pas du tout continue. Donc c'est une fonction qui, on dit qu'elle est C0, elle est continue, mais elle n'est pas C1, sa dérivée n'est pas continue. Si vous prenez la fonction qui vaut x carré pour les x positifs et moins x carré pour les x négatifs, elle a l'air très chouette cette fonction. Effectivement, elle est continue. Si je calcule sa dérivée, à part qu'il y a un facteur 2, c'est ceci que j'obtiens. Donc la dérivée est continue, mais la dérivée seconde ne l'est pas. Donc c'est une fonction de classe C1. Par contre, si j'avais juste pris y égale x carré, ben la dérivée ce serait x, la dérivée seconde ce serait 1, et puis tout des zéros, c'est là, elle est ce qu'on appelle C infini, toutes ces dérivées sont finies. Alors pour prendre un truc, si vous avez joué au train électrique, vous aviez des rails qui étaient droits, et vous aviez des rails qui étaient des arcs de cercle. Et bien sûr, vous avez fait clic, et puis vous avez fait rouler votre train, puis vous les avez fait rouler très vite, et clac, il y avait des ennuis. Eh bien, c'est normal, parce que si vous regardez ce qui lie une droite à ce qui lie un arc de cercle, et vous calculez, c'est continu, la dérivée est continue, mais la dérivée seconde ne l'est pas. Alors, vous avez déjà été dans des trains, on est secoué dans les trains, et effectivement, ils ne sont pas aussi pires que le Markling, donc ils font généralement dans les rails, ils essayent que ce soit C2, donc un coup de plus, mais pas plus, sauf en Suisse, où les rails sont joints de manière C3. Enfin, toujours est-il que si on admet des plongements, donc lui l'avait montré de manière théorique, et après ça, grâce à des travaux de Gromov, on peut avoir des identités de façon, donc vous voyez, vous racrapotez le tore dans ce sens-là, et puis vous racrapotez dans l'autre sens, etc. Vous obtenez quelque chose qui, si vous regardez le détail, va regarder comme ça, le détail va regarder comme ça, donc ça va être plié de plus en plus dans tous les sens. Vous avez une structure fractale qui apparaît. Hein. Plus vous regardez, plus vous avez la même chose. Alors l'histoire de Nash est étonnante, parce que Nash a travaillé à la fois je dirais qu'il a essentiellement deux très très gros résultats. L'un en théorie des jeux en probabilité, pour lequel il a eu le prix Nobel d'économie, et l'un en maths, qui sont ses plongements de classe C1, pour lequel il a eu le prix Abel, qui est l'équivalent en maths du prix Nobel en 2015. En fait, c'était un personnage qui était un peu spécial. Il y a un film qui a été fait pour lui, qui est A Beautiful, enfin, inspiré de son personnage, qui est A Beautiful Mind, et il semble qu'il était très arrogant. Et ça énervait son voisin de bureau, qui était Ambrose, un autre géomètre, et qui lui avait dit « Eh bien, si tu es si malin, étudie le plongement, les plongements. » Et il a d'abord hésité pour savoir si c'était vraiment de son niveau, et puis il s'est lancé, et donc il l'a démonté. L'histoire se termine mal, parce que lui et sa femme sont morts dans un accident d'avion, et c'est l'avion qui... Le taxi. Et oui, taxi, c'était après l'avion, et c'était en rentrant chez eux, après avoir reçu le prix Abel à Oslo. Qu'en est-il de notre plan hyperbolique? Peut-on plonger des morceaux du plan hyperbolique? Peut-on trouver dans l'espace euclidien des surfaces à courbure constante égale à moins 1? Eh bien, un des premiers exemples qui a été donné, c'est ce qu'on appelle la pseudosphère. Mais vous voyez, ce n'est pas une surface très agréable, en ce sens, ce n'est pas ce qu'on appelle une surface régulière, elle a un point de rebroussement. Comment est-ce qu'on l'obtient? C'est une surface de révolution où on fait tourner, donc autour de l'axe horizontal, une tractrice. Qu'est-ce que c'est qu'une tractrice? C'est une courbe qui est obtenue. Vous prenez un segment de distance constant. Alors je vous ai fait, ne touchez pas, un exemple de tractrice ici. Vous prenez un jeu de cartes et vous étalez le jeu de cartes. Donc votre segment, il est de longueur constante, c'est la hauteur de la carte. Le bas du segment, vous le faites bouger sur une droite. C'est le plan du bureau. Et vous vous arrangez en le faisant bouger pour que ce segment soit toujours tangent à la courbe.
Donc c'est ce que vous obtenez si vous mettez des cartes comme ceci. C'est une tractrice et quand vous la faites tourner, ben, la courbure est toujours égale à -1. Si vous regardez dans le disque de points carrés le morceau que vous pouvez représenter comme ça, il ne va toujours que vers un des points du bord. Et en fait, Hilbert a montré qu'on ne pouvait pas trop plonger isométriquement le plan hyperbolique tout entier dans R3 et qu'on ne pouvait jamais plonger qu'un morceau qui allait au plus vers un point du bord. Alors, de nouveau, le théorème de Nash. Et pour terminer, j'aimerais vous montrer quelques objets qui donnent des idées de ce qu'est un plan hyperbolique. Alors le premier, ça avait été fait par Beltrami lui-même, c'est du papier. Alors le second, c'est un modèle que vous pouvez faire, un magnifique modèle comme ceci qui vous donne. Si vous regardez effectivement un peu partout, vous avez des impressions de selle de cheval, donc où cette courbure vaut -1, parce que vous avez une courbure comme ça. Hein, vous prenez n'importe où et au milieu, vous avez une impression. Comment est-ce que vous obtenez ce modèle? Vous pouvez le faire chez vous, c'est très passionnant, j'ai fait ça hier soir. Vous prenez des triangles équilatéraux et la seule chose, c'est qu'à un sommet, si vous voulez faire un plan, vous allez mettre combien de triangles équilatéraux? 6. Eh bien ici, vous en mettez 7. Vous voyez? Autour de ce point-là, j'ai mis 7 points. Vous faites ça à tous vos points et vous avez une idée d'à quoi ressemble localement un plan hyperbolique. Une façon, vous la trouvez dans la nature, vous achetez une salade feuilles de chêne et vous regardez ces feuilles, ça a aussi cette impression. Si vous aimez le crochet, je vous ai aussi fait un petit plan hyperbolique au crochet, voilà. Et en fait, si vous prenez 3 points, dans ce magnifique morceau de plan hyperbolique, et que vous tirez, ben vous voyez apparaître les triangles minces. Vous les voyez apparaître dans ceci. Alors, pour terminer, je vous ai montré quelques pavages du plan hyperbolique. Voilà, bien sûr, je n'ai pas pris ceux des chairs qui sont protégés par des copyrights, mais Escher a fortement utilisé les pavages du plan hyperbolique. Je ne vous dis pas que je n'ai pas pris d'autres choses non protégées. Je ne garantis rien de ce que j'ai pris sur le net et je vous remercie de votre attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu as fait le crochet hier soir aussi. Et avant-hier soir. Est-ce qu'on peut en commander? Elle est occupée à en faire un nouveau, regarde. Ah oui, ça je devais vous montrer. J'avais commencé, en fait, comment est-ce qu'on fait ça? Si vous voulez faire, si vous adorez faire du crochet, donnons-nous nos petites recettes. Vous faites une chaînette au départ, forcément, comme dans ce truc au crochet, et puis vous faites des points, et ce que vous faites, c'est que vous décidez d'ajouter, c'est-à-dire de piquer 2 fois dans le point précédent, un nombre régulier de fois. Et vous faites ça en continuant. Alors ici, je voulais aller vite, donc j'ai fait tout de suite 2 points par point. Donc c'est en fait un morceau de plan hyperbolique dont la courbure est très grande. Mais au bout d'un petit moment, c'est impossible à gérer d'un point de vue crochet. Voilà. Et ici, j'ai fait tous les quatre points, j'ai fait des doubles points, ce qui permet... Mais à partir de maintenant, ça devient une bobine, une boule de fil, ça suffisait pour devenir plus difficile à gérer. Voilà pour les recettes de cuisine. La salade chêne, vous pouvez la servir avec... Le cerveau hyperbolique. Autre question ou remarque? Je voudrais juste raconter une petite anecdote concernant Gauss. On en a parlé avant, mais je n'ai pas eu l'occasion de le mentionner. Donc Gauss avait clairement compris les éléments de la géométrie hyperbolique, et en particulier que la somme des angles d'un triangle ne serait pas 180 degrés.
il avait compris aussi que si on prenait un petit triangle, ça serait à peu près 180 degrés, et il faudrait un fort grand triangle pour que ça ne le soit pas. Et alors, c'est assez curieux parce qu'il est passé de l'idée d'un théorème mathématique concernant ces espaces hyperboliques à une question sur l'espace dans lequel nous vivons. Et il a en fait envoyé 3 personnes au sommet de 3 montagnes pour faire un triangle assez grand, avec des lanternes et des instruments de visée et des rapporteurs, pour voir ce que serait dans notre espace la somme des angles d'un triangle. Et vous vous doutez bien qu'aux erreurs d'expérimental près, il a obtenu 180 degrés. Plus récemment, on a fait des calculs en disant oui, mais l'attraction de la Terre va courber l'espace, comme en géométrie, comme en relativité générale, mais quand on fait les calculs, il n'y a évidemment aucun moyen qui permettrait de mesurer cet écart. C'est évidemment énormément trop petit. Mais je trouve assez frappant qu'il ait d'une certaine façon identifié 2 questions, une question théorique sur des axiomes et une question pratique sur l'espace dans lequel on vit. Donc voilà. Oui. Moi-même, j'avais la question d'essayer une mesure sur un triangle astronomique, mais ça ne s'est pas fait. Mais il avait fait la suggestion. Autre remarque, autre question? Oui. Est-ce qu'il y a un livre de référence sur l'histoire de ces différentes géométries? Il y a beaucoup de livres qu'on peut trouver. Je n'ai pas suivi un livre ici, j'ai pris des choses dans différents endroits. Est-ce qu'il y a un livre d'histoire? Berger, il y a un groupe qui s'appelle l'échelle de Jacob, quelque chose comme ça. Qui est assez élémentaire. Juste une petite question, tu as mentionné l'inversion à un moment, ce qui fait penser à la géométrie conforme. Elle est souvent absente des exposés sur les géométries, c'est dommage. Alors, une géométrie conforme, c'est une géométrie, 2 métriques diffèrent si elles diffèrent par une fonction. Donc en fait, tous nos exemples étaient des géométries conformes. Donc, je reviens. Quand j'ai dit que la métrique sur la sphère, voilà, quand j'ai dit que la métrique sur la sphère s'écrivait de cette manière-ci, j'ai dit c'est la matrice identité mais avec un coefficient qui dépend du point. Ça veut dire en fait que la sphère moins le pôle sud est conforme au plan. Et donc cette notion, c'est le mot qu'on utilise effectivement en mathématiques, que c'est conforme au plan, et c'est parce que c'est conforme, donc c'est parce qu'en tout point c'est proportionnel, que les angles sont mesurés de manière euclidienne. Et donc, idem pour le modèle du disque de point carré. Donc, sur le disque de point carré, de nouveau, la métrique est conforme à la métrique plate. Donc, on voit que si on passe à des morceaux conformes, ben, sur le disque, on peut mettre les 3. On peut mettre une courbure positive, une courbure nulle et une courbure négative. Enfin, elles sont conformément équivalentes. Et dans le cas de la métrique dans le demi-plan de point carré, c'est également conforme. Donc les angles, être conforme, c'est vraiment ça, c'est que les métriques sont proportionnelles en tout point, donc on peut avoir une fonction. Et la propriété, c'est que les angles sont les mêmes. Alors... Une question? Dans ce cas, merci encore une fois.